Dans le silence feutré d'une vieille demeure, les secrets sommeillent, prêts à se révéler au fil des mots. Une énigme se tisse, où chaque regard et chaque souffle comptent. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où bien tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Laisse-toi porter par cette atmosphère singulière, où mystère et élégance dansent ensemble. Alors, allons-y. Le voyage vers Blackwood s'est déroulé sous un ciel lourd, chargé d'une pluie fine qui semblait vouloir dissiper toute illusion de légèreté. Tandis que le train serpentait à travers les collines brumeuses, j'observais silencieusement le paysage s'assombrir. Les arbres aux branches nues se dessinaient comme des spectres décharnés contre le gris menaçant de l'horizon. Ce décor, à la fois austère et mélancolique, paraissait annoncer d'emblée la nature grave de l'affaire qui nous attendait. Poirot, assis face à moi, demeurait absorbé dans ses pensées, les doigts tambourinant doucement sur le rebord de sa mallette. Je ne pouvais m'empêcher de sentir que cette mission serait différente et amenante, que derrière la façade tranquille de ce manoir isolé se cachaient des secrets plus épais que la brume alentour. Les rares voyageurs croisés semblaient eux-mêmes porter un poids invisible, et moi, simple observateur, je me préparais à plonger dans ce théâtre énigmatique où chaque pas serait une énigme à dénouer. À notre arrivée, le manoir de Blackwood s'imposa devant nous, comme une forteresse oubliée du temps. Sa silhouette massive, aux murs de pierre grise couverts de lierre, s'élevait sur un terrain vague où la nature avait repris ses droits. Le jardin, autrefois sans doute splendide, n'était plus qu'un chaos de haies négligées et de pelouses envahies par les ronces. Un silence presque religieux enveloppait l'endroit, seulement troublé par le bruissement des feuilles sous un vent léger et incessant. L'architecture austère du bâtiment semblait refléter la froideur de ses habitants, et je sentais déjà cette lourde atmosphère d'isolement et de secret. Le portail grinçant s'ouvrit sur une allée bordée de vieux chênes, menant à l'entrée principale, où une porte en chêne massif se dressait, gardienne muette des mystères enfouis dans ses murs. Tout en observant, je ne pouvais que pressentir que cette demeure elle-même jouait un rôle dans cette énigme. Nous fûmes bientôt accueillis par Lady Evelyn, une femme dont la présence imposait à la fois respect et une certaine réserve. Elle paraissait jeune, mais une austérité naturelle marquait ses traits, comme si elle portait sur ses épaules le poids d'un passé lourd. Sa voix, bien que mesurée, trahissait une fermeté tranquille. C'est elle qui avait convié Poirot en raison d'une menace qu'elle avait reçue récemment, une missive anonyme qui l'avait profondément troublée. Lorsqu'elle évoqua ces mots obscurs, j'eus le sentiment d'une inquiétude plus grande encore, enfouie derrière son masque de calme. Lady Evelyn semblait consciente que l'ombre d'un danger invisible planait sur sa demeure, et c'est avec une certaine gravité qu'elle nous invita à pénétrer plus avant dans cet univers, où chaque mot, chaque regard pouvait avoir son importance. Dans le vaste salon, mon attention fut immédiatement attirée par un tableau accroché au mur principal, dont le regard semblait défier le temps lui-même. La peinture représentait une femme au visage d'une beauté froide, les yeux sombres et pénétrants, fixant quiconque osait s'attarder devant elle. Il émanait de cette toile une impression presque vivante, comme si l'image pouvait suivre chacun de nos mouvements. Ce tableau n'était pas seulement un ornement, mais un témoin silencieux des drames qui se jouaient dans cette maison. Je notais avec une certaine appréhension que Lady Evelyn y portait une attention toute particulière.
et j'étais convaincu que ce portrait allait devenir un symbole fort dans la complexité de cette enquête. Au fil des minutes, d'autres membres de la maisonnée firent leur apparition, chacun marqué par une discrétion tendue. Leurs regards furtifs, leur silence chargé, trahissaient des non-dits qui semblaient peser lourdement dans l'air. Je remarquai des échanges d'œillades à peine voilés, une sourde tension palpable entre eux, bien que personne ne s'exprimât franchement. Il était clair que le manoir n'était pas seulement un refuge, mais un théâtre d'ombres et de secrets enfouis. Cette première impression me confirma que la clé du mystère résidait autant dans les cœurs que dans les murs de Blackwood. Il me fallut peu de temps pour remarquer que Charles Blackwood, le neveu de Lady Evelyn, était loin de faire l'unanimité dans la maison. Homme au tempérament prompt, son visage portait cette teinte rougeâtre qui trahissait souvent une colère mal contenue, et ses gestes vifs laissant deviner une nervosité constante. Hastings, dans ses observations silencieuses, notait la manière dont il claquait ses doigts contre la table ou tapotait nerveusement son verre, signe patent d'une agitation intérieure. Ce jeune homme, loin de la noblesse tranquille de son aïeul, semblait animé par des ambitions contrariées, et il faut bien l'avouer, par une certaine impatience à voir la fortune familiale tomber entre ses mains. Il était évident, même à mes yeux novices, que ses dettes s'accumulaient bien plus vite que ses revenus, et que chaque regard posé sur lui par les autres membres de la maisonnée portait une dose non dissimulée de méfiance. Sa présence, à Blackwood, n'était pas seulement celle d'un héritier, mais celle d'un homme pris au piège entre ses désirs personnels et les attentes écrasantes de la famille. Pourtant, derrière ce masque d'impatience, se devinait une complexité troublante, un mélange d'orgueil blessé et d'un certain désespoir qui ne tarda pas à attirer l'attention de Poirot, toujours à l'affût des failles humaines. Charles ne manquait pas d'arguments pour inquiéter. Son passé tumultueux en ville, des fréquentations douteuses, et surtout cette rancune mal dissimulée envers sa tante qui l'accusait à demi-mot de le priver de ce qui lui revenait de droit. Il cultivait une humeur changeante, entre colère explosive et silence boudeur, instillant autour de lui une tension palpable. Hastings, à mes côtés, murmurait parfois à voix basse que ce neveu était le candidat idéal pour devenir le bouc émissaire de toute affaire funeste. Mais je sentais en mon fort intérieur que le véritable mystère allait bien au-delà de ce portrait hâtif. À l'autre extrémité du spectre humain de la demeure se trouvait Mrs. Wilhelmina Graves, la gouvernante, femme d'un âge indéfinissable, dont le visage austère et les gestes mesurés semblaient dissimuler un passé aussi dense que la tapisserie qui ornait le hall. C'était une figure que l'on remarquait à peine, mais dont le silence, à lui seul, avait un poids certain. Contrairement à la flamboyance impulsive du neveu, elle avançait dans la maison avec la précision d'une horlogerie bien réglée, consciente de chaque regard et de chaque mot prononcé. Elle connaissait le manoir comme sa poche, ses habitudes, ses recoins secrets, et surtout les ombres que le temps avait accumulées dans ses murs. Hastings et moi-même comprîmes rapidement qu'elle détenait une sorte de savoir non dit, un arsenal de petits secrets qui, s'ils venaient à être dévoilés, pourraient ébranler l'équilibre fragile de Blackwood. Son regard, franc mais empreint de réserve, laissait deviner une méfiance profonde à l'égard de Poirot et de sa méthode d'investigation. Peut-être redoutait-elle que ses propres zones d'ombre ne soient découvertes. Elle parlait peu, mais toujours avec une clarté qui commandait le respect. Sa voix, ferme sans être dure, portait cette autorité naturelle qui impose silence et attention. Elle était aussi attentive aux détails
que le célèbre détective lui-même, et parfois, ses remarques sibyllines nous laissaient entrevoir des vérités, enfouies sous des couches de mensonges. Hastings évoquait souvent son attitude comme celle d'une sentinelle silencieuse, toujours à l'affût, mais prête à tout garder pour elle, comme si elle craignait les conséquences d'une révélation trop brusque. Ainsi, Miss Graves apparaissait comme une énigme à elle seule, discrète mais essentielle, distante mais omniprésente, un gardien invisible des mystères qui enveloppaient le manoir. Il était évident qu'elle serait une pièce maîtresse dans le puzzle que nous allions tenter d'assembler. Il ne fallut guère de temps pour que nous fassions la connaissance de M. Rupert Langley, un artiste invité dont la présence semblait alimenter une tension palpable au sein de la maisonnée. Homme à l'allure soignée, mais au regard dur, il ne tarda pas à exprimer, avec une certaine amertume, ses rancunes envers Lady Evelyn. Hastings, toujours attentif, notait chez lui cette pointe d'aigreur mêlée à une profonde frustration. M. Langley avait récemment connu un revers professionnel. Une exposition majeure qu'il espérait triomphale s'était soldée par un échec cuisant, et la critique n'avait pas été tendre. Plus encore, il soupçonnait Lady Evelyn d'avoir discrètement favorisé un autre artiste, auquel elle aurait attribué un travail similaire au sien, le privant ainsi d'une reconnaissance méritée. Cette accusation, jamais formulée ouvertement mais clairement insinuée, jetait une ombre sur leur relation. Langley ne manquait pas d'évoquer, avec un mélange de rancune et de fierté blessée, le thème du plagiat, suggérant que son art avait été dérobé, ou du moins ignoré à dessein. Hastings et moi percevions, derrière ces paroles dures, une obsession maladive qui pouvait aisément pousser un homme à des actes désespérés. Le doute s'insinuait alors, subtilement, dans notre esprit. Cet artiste jaloux ne pouvait-il pas avoir nourri un ressentiment suffisant pour passer à l'acte? Cependant, Poirot demeurait silencieux, comme absorbé par les nuances de ce tableau humain qui se dessinait peu à peu. Parmi les invités, un homme d'un tout autre calibre fit également son apparition. M. Edward Clare, ami d'enfance de Lady Evelyn. Hastings me le présenta comme un personnage discret, presque effacé, dont les yeux trahissaient une nostalgie profonde, teintée d'une douleur que nul ne semblait vouloir aborder. Ce dernier partageait, avec Lady Evelyn, un passé commun, fait de souvenirs enfouis et d'événements dont peu avaient connaissance. Sa présence dans le manoir semblait dictée, autant par un lien affectif ancien que par une loyauté tenace, mais également par une blessure secrète, un chagrin qu'il portait en silence. Lors de nos échanges, Edward se montra réservé, souvent hésitant dans ses réponses, comme s'il craignait de réveiller des fantômes du passé. Ses allusions voilées à une époque révolue et à des choix difficiles laissèrent entrevoir des tensions longtemps tues. Hastings notait son regard parfois fuyant et ce léger tremblement dans la voix quand il évoquait Lady Evelyn, signe d'une émotion contenue mais intense. Dans cette atmosphère lourde, l'ami d'enfance paraissait une énigme à lui seul, un personnage dont les motivations méritaient d'être scrutées avec la plus grande attention. Au fil des discussions et des observations, le regard de la plupart se portait naturellement vers Charles Blackwood, le neveu à la colère volatile et aux finances troublées. Son comportement impulsif, souvent désagréable, ses accès d'humeur et ses dettes criantes en faisaient un suspect idéal. Les murmures et les regards réprobateurs dans la maison ne laissaient guère de doute. Il avait à la fois le mobile et la personnalité pour commettre un acte odieux. Pourtant, malgré ce consensus tacite, Hastings et moi-même percevions que la vérité était plus subtile. Il nous semblait évident que le neveu jouait le rôle de bouc émissaire,
peut-être par facilité ou pour détourner l'attention. Nous sentions que l'affaire recelait des couches plus profondes, et qu'au-delà des apparences, un jeu plus complexe se déroulait sous nos yeux. La prudence serait notre meilleur allié, car comme toujours avec Poirot, rien n'était jamais simple ni évident. Le matin se leva sur Blackwood dans une apparente tranquillité, comme si la nuit n'avait laissé derrière elle aucun trouble. Le soleil, timide, filtrait à peine à travers les lourds rideaux de la chambre où nous étions logés, et l'air portait cette fraîcheur humide propre aux premières heures d'un jour nouveau. Je me levai avec la routine de celui qui connaît peu le repos, prêt à suivre Poirot dans cette enquête, qui déjà promettait d'être singulière. Pourtant, ce calme matinal fut brusquement brisé par un cri étouffé, un son chargé d'effroi qui résonna à travers les couloirs du manoir. Nous nous précipitâmes vers le bureau de Lady Evelyn, où nous découvrîmes un spectacle glaçant. Elle gisait là, immobile, figée dans une expression de terreur indicible, comme si elle avait vu son dernier cauchemar prendre forme juste avant de s'éteindre. Son visage blême, marqué par une douleur muette, laissait deviner une lutte intérieure, un dernier souffle d'angoisse. Je me surpris à observer cette figure avec une émotion contenue, conscient que chaque détail pouvait être un indice crucial. Ce matin-là, le manoir de Blackwood avait définitivement basculé dans l'ombre, et la présence silencieuse du tableau voisin semblait renforcer le mystère qui nous enveloppait. À quelques pas de la dépouille de Lady Evelyn, mon regard fut attiré par le tableau qui trônait au mur, désormais tourné face au mur, comme s'il avait été rejeté ou dissimulé dans un geste désespéré. Une partie de la toile était déchirée, les fibres du tissu peintes, laissant entrevoir une déchirure nette et volontaire. Ce détail, qui aurait pu passer inaperçu aux yeux d'un simple visiteur, prenait, dans le contexte, une signification lourde. Le portrait, avec ses yeux sombres et perçants, semblait avoir été à la fois objet et témoin d'un drame indicible. Je me demandais aussitôt si cette mutilation du tableau ne cachait pas une piste, un message laissé par la victime ou par l'assassin lui-même. Hastings, à mes côtés, partageait cette même impression. Le tableau, déjà symbole énigmatique, devenait le centre d'un jeu où chaque geste était chargé de sens. La tension dans la pièce, accentuée par ce décor défiguré, rendait palpable la présence invisible d'un secret ancien, prêt à être révélé. Les forces de l'ordre arrivèrent rapidement, leurs pas résonnant dans le manoir comme autant de frappes sourdes, annonçant une procédure officielle. Les policiers, bien que compétents, semblaient légèrement déconcertés par la complexité apparente de la scène. Toutefois, Poirot ne tarda pas à affirmer qu'il prendrait personnellement la direction de l'enquête, refusant que l'affaire soit traitée à la légère ou par un protocole standard. Cette décision suscita une curiosité mêlée d'étonnement parmi les témoins et suspects rassemblés. Les inspecteurs, bien que respectueux, laissèrent à Poirot toute latitude, conscients que sa renommée était bien établie. Hastings observait attentivement les réactions des personnes présentes. Certains se montraient soulagés, d'autres inquiets, mais tous savaient que la présence du détective belge changeait radicalement la nature de l'enquête. Dans ce huis clos chargé de mystère, chaque mot, chaque geste, chaque regard allait désormais compter, sous le regard aiguisé de Poirot. Je remarquai immédiatement que Poirot abordait la scène avec cette minutie quasi obsessionnelle qui faisait sa réputation. Il balayait la pièce du regard, notant chaque détail, chaque objet déplacé ou intact, sans laisser échapper le moindre indice. Sa façon d'examiner le corps, l'emplacement du fauteuil, les empreintes sur le sol, tout était passé au crible. Moi-même, en simple observateur,
je ressentais une atmosphère lourde, presque étouffante, qui semblait imprégner chaque recoin. L'absence d'indices flagrants intriguait d'autant plus que le crime lui-même paraissait soigneusement prémédité. L'air chargé d'une tension palpable, Poirot partagea avec moi ses premières impressions. Il fallait chercher au-delà de la surface, creuser dans les relations humaines, les secrets et les rancunes cachées. Le silence oppressant de la maison, les regards fuyants, tout cela formait un puzzle que nous devions assembler avec la plus grande prudence. En cet instant, je sus que notre tâche ne serait pas facile, mais qu'elle serait passionnante. Le mystère de Blackwood ne faisait que commencer. La méthode de Poirot était, comme toujours, d'une rigueur exemplaire. Dès le lendemain de la découverte du corps, il prit soin d'interroger méthodiquement chacun des membres présents dans la demeure. Sa voix, douce mais ferme, posait des questions précises, laissant peu de place à l'évasion. Chaque réponse était analysée avec minutie. Chaque hésitation scrutée avec attention. Hastings et moi observions, fascinés, comment le détective belge semblait capable de déceler les contradictions les plus subtiles au sein des récits apparemment cohérents. Le neveu, malgré son attitude provocante, peinait à justifier certains détails de ses déplacements la nuit précédente. La gouvernante, bien qu'imperturbable en apparence, laissait parfois transparaître un malaise dans ses propos, trahissant peut-être des vérités enfouies. L'artiste, quant à lui, se montrait méfiant, usant de silences lourds de sens. Poirot ne cherchait pas seulement à rassembler des alibis. Il sondait les âmes, ses questions pénétrant plus loin que les simples faits, explorant les émotions et les non-dits. Ce jeu subtil d'interrogation révélait peu à peu des failles dans la façade soigneusement construite de chacun. Au fil de ces entretiens, une information cruciale émergea, faisant resurgir un passé douloureux que Lady Evelyn avait longtemps tenté d'oublier. Des documents anciens, découverts dans une boîte secrète du bureau, mirent en lumière un traumatisme familial profond. Une tragédie, longtemps cachée, avait marqué la précédente génération, un événement lié directement au tableau dont elle était l'actuelle propriétaire. Ces révélations apportèrent un éclairage nouveau sur l'état d'esprit de la victime dans ces derniers jours. Hastings et moi étions frappés par la manière dont ces secrets du passé semblaient peser sur l'atmosphère du manoir. Lady Evelyn avait subi, enfant, une perte brutale, un drame qui s'était déroulé dans le même cadre que celui où elle venait de trouver la mort. Cette cicatrice ancienne, cachée derrière une apparence calme et maîtrisée, expliquait en partie les tensions palpables entre les membres de la maison. Le poids de ce passé semblait avoir fait naître des rancunes et des jalousies prêtes à éclater à tout instant. Au cours d'une conversation plus intime avec Poirot, l'artiste invité se fit plus loquace, dévoilant un secret que peu connaissaient. Il expliqua que le tableau était en réalité une copie d'une œuvre célèbre, réputée maudite. Selon une vieille légende, tous ses propriétaires successifs avaient été frappés par le malheur, certains même morts dans des circonstances mystérieuses. Cette malédiction supposée jetait une ombre sinistre sur la toile, renforçant son rôle central dans l'intrigue. Cette révélation ajoutait une dimension presque surnaturelle à l'affaire, bien que Poirot, toujours sceptique, insista sur le fait que les vérités humaines restaient au cœur de toute enquête. Néanmoins, le symbole de la toile maudite s'infiltrait dans les esprits, nourrissant les craintes et les superstitions des habitants du manoir. Le tableau devenait ainsi non seulement un objet, mais un personnage à part entière, chargé de mystère et d'effroi. Après ces premières révélations,
Poirot partagea avec moi ses réflexions. Il insistait sur l'importance de ne pas se laisser distraire par les légendes ou les apparences. Selon lui, le passé lourd de Lady Evelyn était la clé pour comprendre le mobile du crime. Il émettait l'hypothèse que le meurtrier, animé par une rancune ancienne ou un secret jalousement gardé, avait choisi le moment propice pour frapper. Poirot soulignait également que le tableau, bien que porteur d'une symbolique forte, n'était qu'un élément parmi d'autres dans un réseau complexe de relations humaines. Il nous fallait creuser encore, avec patience et méthode, pour démêler les fils du mystère et débusquer la vérité cachée derrière les masques. Sa détermination et son calme nous insufflaient à tous l'espoir d'une résolution prochaine, mais je savais que rien ne serait simple dans cette maison, aux ombres multiples. Ce fut au détour d'un corridor étroit que l'on surprit Mrs. Wilhelmina Graves, la gouvernante, tenant dans ses mains un petit objet qui semblait à première vue insignifiant. Pourtant, l'attention que Poirot porta à ce détail fut immédiate et sans équivoque. L'objet en question était un médaillon, délicatement ouvragé, que Lady Evelyn portait toujours près du cœur. Trouvé dans la poche discrète de la gouvernante, ce médaillon devint aussitôt un élément compromettant, un lien tangible entre elle et la victime. Mrs. Graves, face à l'accusation implicite que cela suggérait, garda un silence digne, ses yeux brillants d'une lumière ambiguë entre peur et défi. La scène suscita un frisson dans la maisonnée. Hastings, observant tout cela avec attention, nota le changement immédiat dans les regards échangés entre les témoins. Le médaillon, objet intime et précieux, avait la valeur d'un passeport vers la vérité, ou peut-être vers un piège. Poirot lui-même ne sembla pas se précipiter dans ses conclusions, préférant étudier les réactions plus que l'objet lui-même. La possession de ce médaillon par la gouvernante ne suffisait pas à la condamner, mais l'ombre du doute s'étendit comme une brume insidieuse, imprégnant chaque conversation et chaque silence. Conscient de la fragilité de l'équilibre dans cette maison emplie de secrets, Poirot décida d'employer une stratégie subtile et calculée. Il organisa la diffusion contrôlée d'une information, soigneusement manipulée, laissant entendre qu'une accusation officielle allait être portée contre la gouvernante. Cette fuite savamment orchestrée ne tarda pas à semer la panique parmi les occupants de Blackwood. Hastings et moi-même, attentifs aux moindres signes, observions comment cette rumeur se propageait et modifiait peu à peu les comportements. Cette mise en scène permit à Poirot d'observer les réactions véritables de chacun, bien au-delà des apparences. Certains se crispèrent, d'autres n'échangèrent des regards inquiets, trahissant des sentiments jusque-là dissimulés. Le piège n'était pas destiné à innocenter ou accabler la gouvernante directement, mais à faire émerger les véritables mobiles, à dévoiler les vérités cachées sous le masque de la civilité. Hastings confia un jour qu'il n'avait jamais vu Poirot aussi implacable, aussi maître du jeu, capable de transformer un simple murmure en un révélateur de caractère. La fausse accusation envers Mrs. Graves agissait comme un catalyseur. Les heures suivantes furent marquées par une montée palpable de la tension, chaque protagoniste livrant peu à peu ses failles et ses secrets. La peur s'installa, générant des accès de colère imprévus et des silences lourds de sous-entendus. Les regards échangés devinrent plus lourds, les mots plus coupants. Hastings et moi-même remarquions combien le simple fait de pointer un coupable supposé faisait vaciller la façade de respectabilité. Ce climat électrique révéla des rivalités sourdes, des jalousies longtemps contenues, mais aussi des doutes personnels, des obsessions qui rongeaient chacun à sa manière.
Les tensions ne se limitaient plus à la gouvernante. Tout le monde devenait suspect, et chacun se méfiait de l'autre. Le piège de Poirot fonctionnait, exposant au grand jour cette vérité que tous redoutaient, mais que personne n'osait affronter franchement. Alors que les heures s'égrenaient dans cette atmosphère électrique, je ne pouvais m'empêcher de méditer sur la fragilité de nos existences. Comment, dans ce microcosme, la peur et la suspicion pouvaient altérer les rapports humains, faire surgir la duplicité là où régnait jadis la confiance. Les masques tombaient peu à peu, révélant la peur et l'obsession, tapis sous la surface. Chacun semblait se débattre dans un piège invisible, prisonnier de ses propres failles. Je songeais à cette maison, véritable théâtre d'ombre, où chaque personnage était à la fois victime et acteur d'un drame psychologique profond. La justice que Poirot s'apprêtait à rendre serait peut-être aussi une leçon sur la nature humaine, ses contradictions et ses faiblesses, bien plus qu'une simple résolution factuelle. Dans ce jeu d'apparences et de vérité, la tension demeurait intacte, suspendue à l'issue de cette enquête hors du commun. Poirot et moi passâmes plusieurs heures enfermés dans la vieille bibliothèque du manoir, entourés de rayonnages poussiéreux et de lourds dossiers oubliés depuis longtemps. Chaque document semblait murmurer des secrets enfouis, et la lumière tamisée des chandelles ne faisait qu'accentuer cette atmosphère de mystère. Le détective belge, avec son regard pénétrant, feuilletait patiemment lettres jaunies et registres anciens, à la recherche d'un indice qui pourrait éclairer notre enquête. Nous découvrîmes bientôt des correspondances codées et des témoignages dissimulés qui évoquaient un drame passé, étroitement lié à la famille Blackwood. Chaque pli, chaque mot semblait porter le poids d'une tragédie soigneusement dissimulée, et je sentais à quel point ces révélations allaient changer notre perception de la situation. Ce travail de fourmi, minutieux et silencieux, fut l'un des moments clés où la vérité commença à émerger des brumes du temps. Parmi ces documents, nous apprîmes que la femme représentée dans le tableau, autrefois propriétaire du manoir, avait elle aussi succombé dans des circonstances mystérieuses et troublantes, bien similaires à celles de Lady Evelyn. Cette révélation projeta une ombre lugubre sur notre enquête, comme si le passé se répétait inexorablement. Hastings, toujours aussi sensible, sentit cette répétition fatale peser sur les lieux, tandis que Poirot analysait avec soin les similitudes entre les deux affaires. Le drame ancien semblait être le nœud gordien de toute cette histoire, une chaîne d'événements tragiques, enveloppés de silence et de peur, qui avait marqué à jamais les Blackwood. Cette découverte ne fit que renforcer l'idée que le tableau n'était pas qu'un simple portrait, mais un témoin silencieux d'une malédiction, ou, plus vraisemblablement, d'un secret humain terrible. L'ombre de la précédente propriétaire planait désormais lourdement sur nous. Mais c'est en croisant les documents avec les témoignages recueillis que Poirot mit au jour un secret enfoui, un lien invisible qui unissait tous les suspects. Ce secret, soigneusement gardé par la famille et dissimulé derrière des non-dits, éclaire enfin le mobile véritable du meurtre. Hastings et moi étions stupéfaits de constater combien les rancunes, les jalousies et les trahisons, loin d'être isolées, formaient un réseau complexe d'intérêts et de douleurs partagées, ce secret familial, qui englobait de manière insoupçonnée chacun des protagonistes, jeta une lumière nouvelle sur les événements récents. Les apparences se fissuraient, laissant apparaître les véritables tensions sous-jacentes. Ce fut un moment charnière, une clé essentielle que Poirot saisit avec sa finesse habituelle, annonçant que la résolution de cette affaire n'était plus très loin. La vérité, disait-il,
réside toujours dans le cœur des hommes. Le moment tant attendu arriva enfin. Tous les suspects et protagonistes furent réunis dans le grand salon du manoir, où l'atmosphère, lourde et chargée, rendait palpable la tension qui couvait depuis notre arrivée. Chacun, qu'il soit membre de la famille ou invité, prit place avec une certaine retenue. Les regards échangés étaient autant de petites batailles silencieuses. Hastings me glissa que jamais il n'avait ressenti un tel poids de suspicion et d'attente concentrés dans un seul lieu. Lady Evelyn n'était plus là pour apaiser les esprits, et cette absence accentuait la lourdeur du silence qui précédait la déflagration. L'attention se tourna naturellement vers Poirot, qui se tenait debout, calme et maître de la situation, prêt à dévoiler les secrets cachés derrière les façades. Tous savaient que ce moment serait décisif, et une sorte de frisson parcourut l'assemblée. Il y avait dans l'air cette promesse que la vérité, enfin, sortirait de l'ombre, même si elle devait brûler les cœurs. Poirot débuta alors son exposé, avec cette voix posée et précise qui commandait immédiatement l'attention. Il retraça méthodiquement chaque indice découvert, chaque contradiction relevée dans les témoignages, chaque détail apparemment insignifiant qui, une fois assemblé, formait un tableau cohérent et implacable. Il évoqua la mystérieuse lettre anonyme, les tensions entre les membres de la maison, et le rôle énigmatique du tableau, dont la symbolique avait traversé les générations. Le détective souligna la complexité des relations humaines, les rancunes secrètes et les non-dits qui avaient alimenté un climat délétère. Il rappela le passé tragique lié à la précédente propriétaire, mort dans des circonstances semblables, et expliqua comment ce poids ancien s'était répercuté sur les protagonistes actuels. Poirot fit preuve d'une finesse remarquable, dénouant les fils d'un réseau serré de jalousie, de vengeance et de peur. Son discours, à la fois clair et subtil, laissa place à de nombreuses révélations qui firent vaciller les certitudes de l'Assemblée. Il insista sur le fait que le coupable avait soigneusement orchestré son crime, croyant échapper à toute justice, mais que sa ruse n'avait pu échapper à la perspicacité du détective. Chaque mot prononcé renforçait l'inéluctabilité de la vérité, tissant un climat de tension et de résignation parmi les présents. Quand enfin Poirot désigna le coupable, ce fut un silence lourd qui s'abattit sur la pièce. L'individu, jusque-là discret, sentit son masque se fissurer sous le poids des accusations. Les contradictions relevées dans ses propos et son comportement furent mises en lumière avec une clarté implacable. Face à cette lumière crue, il ne tarda pas à confesser, ses mots trahissant une douleur profonde. Sa motivation n'était autre que la vengeance, nourrie par une jalousie ancienne et corrosive. Hastings et moi-même restâmes attentifs à la justesse de cette confession, qui ne fut ni dramatique ni théâtrale, mais empreinte d'une sincérité douloureuse. Le meurtrier exposa son acte, expliquant comment le passé, les rancunes et les blessures avaient forgé cette fatalité. L'atmosphère, jusqu'alors chargée de suspicion, bascula alors dans une forme de tragique compréhension, où la justice semblait enfin pouvoir s'accomplir. Le tableau, retrouvé à sa place sur le mur, reprit toute son importance symbolique dans ce dénouement. Il s'érigeait désormais en témoin silencieux, comme s'il avait vu et compris les tragédies humaines qui s'étaient jouées autour de lui. Son regard perçant semblait presque nous inviter à réfléchir sur la permanence des secrets et des vérités cachées derrière les apparences. Pour Hastings comme pour moi, ce portrait devenait plus qu'un simple objet d'art. Il incarnait la mémoire immuable d'un passé chargé d'émotions,
d'ombres et de douleurs. Ainsi, la vérité dévoilée s'inscrivait dans une continuité, où le tableau veillait en spectateur éternel, rappelant que certains mystères ne meurent jamais vraiment. Depuis que le mystère de Blackwood s'était dévoilé, je ne cessais de méditer sur la complexité insondable de la nature humaine. Il est fascinant, et parfois profondément troublant, de constater combien les blessures invisibles du passé façonnent les actes présents, comme autant de cicatrices imperceptibles qui guident nos pas, souvent à notre insu. Dans cette demeure empreinte d'ombres et de non-dits, chaque personnage portait en lui un fardeau ancien, un secret enfoui qui influençait ses décisions, ses rancunes, ses peurs. Ce n'était pas seulement une histoire de meurtre, mais une exploration des âmes blessées, des émotions réprimées qui finissent par exploser sous le poids de l'injustice et du silence. Je pensais aussi à la fragilité de nos existences, à la manière dont les hommes, si souvent, cherchent à se préserver derrière des façades, des mensonges, des faux semblants. Pourtant, dans cet enchevêtrement de passion et de douleur, il y avait une forme de beauté tragique, une intensité qui rendait chaque destin unique et digne d'attention. C'était là le véritable défi de Poirot, dénouer non seulement les faits, mais surtout comprendre les êtres humains dans toute leur complexité. Je ne pouvais m'empêcher de revenir sans cesse au tableau, cette toile énigmatique qui avait traversé les générations, témoin silencieux des drames et des secrets. L'art, me disais-je, a cette étrange capacité non seulement de figer une image, mais aussi d'enfermer les émotions, les peurs, les passions d'une époque, d'une personne. Le visage peint, avec son regard profond et presque vivant, semblait avoir absorbé bien plus que la simple apparence de son modèle. Ce portrait devenait un miroir de l'âme, révélant à ceux qui savaient lire ses nuances les vérités cachées, les douleurs refoulées, les obsessions secrètes. Il incarnait une mémoire éternelle, un rappel que les histoires humaines ne meurent jamais tout à fait, qu'elles laissent des traces invisibles qui traversent le temps. Dans cette perspective, le tableau était plus qu'un objet d'art. Il était un personnage à part entière, chargé d'un poids symbolique que nous avions appris à respecter. Il serait injuste de clore cette enquête sans rendre hommage à la finesse et à la justesse de l'esprit de Poirot. Sa méthode, toujours empreinte de rigueur et de patience, ne laissait aucune place au hasard. Ce n'était pas seulement un détective, mais un connaisseur profond des âmes humaines, capable de lire entre les lignes, de percevoir les non-dits et les contradictions avec une acuité remarquable. Grâce à lui, la justice avait pu être rendue avec cette subtilité qui évite la cruauté inutile. Je me sentais honoré d'avoir été témoin de son génie et persuadé que son exemple continuerait d'inspirer tous ceux qui, comme nous, cherchent à percer les mystères les plus insondables. La vérité, en fin de compte, triomphe toujours, portée par la perspicacité et la détermination. Alors que je quittais le manoir, mon dernier regard se porta une fois de plus sur le tableau, intact, suspendu au mur avec la même intensité silencieuse. Il continuait de regarder tout autour de lui, gardien éternel des secrets et des vérités cachées, comme un rappel solennel que, dans ce monde, certains mystères persistent, que certaines douleurs demeurent enfouies, et que l'art seul peut parfois capturer l'essence insaisissable de l'âme humaine. La vérité éclaire parfois les cœurs les plus obscurs, révélant autant de lumière que d'ombres silencieuses. Et vous, auriez-vous su dénouer ce secret avant qu'il ne soit trop tard? Partagez vos pensées en commentaire, likez cette histoire, abonnez-vous pour d'autres mystères et invitez vos proches à s'immerger dans cet univers. Que le voile du mystère continue de danser doucement
entre nos rêves et nos réalités.